Bonjour Bernard, Bonjour, chers bienvenue. amis. Merci Bonjour. pour ta Bonjour, participation. Olivier. Je te présente rapidement. Il y aurait tant à dire si on scrute ta bibliographie. D'abord, tu es professeur émérite de sémiotique, également sur les questions de la recherche de la méthodologie de la communication. Tu es cofondateur du projet du Grand Paris Sémiotique, créateur de la revue de communication Le MEI. Beaucoup de choses à dire que je te laisserai préciser dans ta présentation parce que la notion de sémiotique elle-même est une notion pas facile à comprendre quand on n'en est pas le spécialiste. Elle revêt effectivement des complexités et en même temps des évidences comme on va le voir. Je voulais juste préciser à ceux qui écoutent ta conférence que s'ils souhaitent prendre une feuille de papier et un crayon, ça pourra être utile par rapport à ce que mon ami Bernard va vous présenter tout de suite. Je vais donner quelques indications sur ce qu'est la sémiotique, mais très très brièvement, c'est pas l'objectif de cette présentation. Donc bonjour au public qui nous a rejoints. Pour cette présentation, je vais vous faire participer à une enquête en quelque sorte en ligne d'une certaine manière parce que j'aurais préféré vous rencontrer publiquement, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais vous demander de prendre un crayon et un papier pour noter ce que je vais vous demander de réaliser dans quelques instants. Alors deux mots sur la sémiotique, c'est la théorie des signes, c'est la théorie des significations, mais aussi la théorie de leurs effets à ces significations et des conséquences de ces effets. Donc c'est une théorie qui analyse les significations dans leur mouvement et dans leur dynamique. Voilà, on va donc commencer maintenant. Je vais basculer vers le document que je voulais vous montrer. Je vais dans quelques instants, voilà, comme c'est inscrit ici, je vous invite à regarder attentivement le document suivant pendant 2-3 minutes et à noter sur une feuille de papier que vous avez eu le temps de vous procurer ou sur votre ordinateur ce que vous comprenez de ce document que je vais vous présenter et vous allez l'analyser assez rapidement. Normalement, on peut y consacrer un peu plus de temps, mais cette fois, ce sera 2-3 minutes. Nous y allons. Voilà. Regardez attentivement ce document. Je vous laisse prendre des notes. Conférence sur la photographie, donc on regarde la photographie. Je vais vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous allez répondre rapidement. Selon vous, de quelle période date ce document ? Est-ce qu'il est de 1929, 39, 49, 59, 69, 79, 89 ? Ça paraît un peu bizarre de poser une telle question, mais explorez à nouveau le document. Essayez de choisir une période parmi celles qui vous sont proposées. Là, je vous pose une autre question maintenant. Selon vous, ce document est-il d'origine hongroise, française, nord-américaine, australienne, sud-africaine ? On a l'impression qu'on ne peut pas trouver des informations aussi précises à partir de ça, mais regardez-le et faites confiance à votre capacité à lancer des possibilités d'hypothèses. En sémiotique, on appelle ça une abduction. En quelque sorte, dans le langage ordinaire, on dirait une intuition. Voilà, je vais vous poser une dernière question. Selon vous, cette photographie représente deux enfants différents ou le même enfant? Voilà. Vous allez aller... Vous avez noté tout ça. Je vais vous parler maintenant de ce qui s'est passé. Hélas, dans une conférence en direct, nous pourrions faire un petit test en levant les mains, qui a vu quoi, qui fait, etc., etc. Pour ce qui est de l'origine de la photographie, de la date, on en parlera plus tard. Mais je vais d'abord commencer par ce qui relève de ce que vous avez vu. Je vais m'appuyer non pas sur vos choix, mais sur les choix qui ont été formulés par une centaine de personnes, divisées en 5 groupes de 20 personnes, et dont j'avais pu récolter les choix. 60% des répondants
pense que ces photographies présentent deux enfants qui se ressemblent. L'enfant de gauche est généralement identifié comme une fille et celui de droite comme un garçon. Quand on leur demande de justifier leur interprétation, les observateurs invoquent les caractéristiques et les usages suivants. La fillette porte des cheveux longs, alors que le garçonnet a les cheveux courts. Ces attributs sont énoncés comme un fait culturel assez commun. La fillette est plus ronde et de plus petite taille que son frère. Ses cheveux sont bouclés, alors qu'ils sont raides chez son frère. Oui, frère, sœur, parce que c'est souvent l'hypothèse qui a été formulée. Les différences de morphologie sont justifiées par des explications biologiques, des usages sociaux, de la spécialisation des sexes. Ainsi, le fait que la fillette soit plus grassouillette est pour certains observateurs un symptôme de son sexe. Ils invoquent un constat général sur la tendance féminine, et particulièrement des filles de cet âge, à produire de telles constitutions. Le garçon, bien qu'assez gros, semble plus tonique, ce qui, témoignage personnel des observateurs à l'appui, est affirmé comme une caractéristique masculine. Pour confirmer ces options, l'ensemble de la physionomie est détaillé et le plus souvent comparé en fonction de la tendance aux courbes et aux angles. Le dessin de la bouche, la forme des yeux, la forme du menton et des joues, des plis et bourrelets des jambes et des bras, tout concourt à confirmer l'hypothèse de la fillette plus en courbe et du garçon plus droit, selon 60% de la population qui a répondu, qui a fait comme vous une petite analyse de cette photographie. Les vêtements eux-mêmes se prêtent à ces distinctions. Bien que de même coupe, ils ne sont pas portés de la même façon et engendrent des plis différents. Les mimiques et postures des deux enfants révèlent aussi des attitudes différentes. La fillette est dite plus passive par les répondants, plus molle, plus dépendante. Elle est ressentie comme cherchant ou appelant, une personne située hors champ. On la sent prête à quitter son siège. Le garçon, bien qu'inquiet, affronte l'objectif. Il est plus tendu et plus tonique. En général, les défenseurs de cette version pensent majoritairement que les enfants sont des jumeaux hétérozygotes, c'est-à-dire du même œuf. Donc je vous ai dit qu'il y avait une autre version. En effet, 30% des répondants pensent que ces photographies présentent le même enfant. Donc il est fort probable que parmi vous, il y ait les mêmes proportions, 60% d'un côté qui pensent que ce sont des jumeaux et de 30% qui pensent que c'est une séquence. Donc, ceux qui sont maintenant concernés pensent que c'est un petit garçon à deux moments différents de sa vie. Quand on demandait à la population de référence de justifier leurs interprétations, les observateurs déclarent que le premier document correspond à un avant et le second à un après. Entre ces deux moments, l'enfant a eu les cheveux coupés. Des photographies ont été juxtaposées pour être interprétées comme une séquence narrative. La construction du montage avec une zone blanche de séparation témoigne de ce montage et le manifeste. Avant la coupe de cheveux, l'enfant est à la fois terrorisé par ce qu'il va lui arriver et par l'expérience photographique. Tous les traits de son visage et sa gestuelle en témoignent. Après la coupe de cheveux, l'enfant est toujours anxieux devant l'appareil photographique, mais un peu moins. Il ne semble guère apprécier sa coupe de cheveux d'ailleurs. Certains observateurs pensent que c'est sa première vraie coupe de cheveux et que cette transition vers une coupe masculine est une sorte de rituel de passage dont les parents de l'enfant ont voulu garder une trace photographique. Peut-être même, comme c'est la tradition, ont-ils conservé une mèche de cheveux. 60 plus 30, 90, il reste donc 10% des répondants qui sont hésitants. Ils ont en quelque sorte les deux récits à l'esprit et ils restent en compétition. Et le choix, pour eux, est indécidable. Il y a une petite proportion de répondants qui ne s'intéressent pas du tout à ces récits et qui se focalisent sur la genèse photographique ou le fait photographique. Ils y voient la possibilité d'un collage, d'un montage, d'un trucage, d'un effet Photoshop, notamment dans la connexion des têtes au corps. Comment la sémiotique explique-t-elle le fonctionnement des signes? Ça va être très rapide. Donc vous avez une diapositive à l'écran qui montre ça. Cette analyse repose sur une conception triadique. Donc c'est pas ici signifiant signifié, pas du tout, c'est une autre approche triadique, donc qui prend en considération la dynamique et la pragmatique du signe. Pour faire un signe, il faut que trois constituants, eux-mêmes des signes, soient en relation. L'objet, le représentamen et l'interprétant. Ce signe a la propriété de renvoyer à un autre signe, qui lui-même renvoie à un autre signe en un processus continu et indéfini. C'est en gros ce que montre ce schéma. Mais je reviens quelques instants sur le document précédent.
Donc l'objet du signe, c'est ce dont le signe est à propos, ce dont on parle, ce qu'on voit, ce à quoi ça fait référence d'une certaine manière. Je ne vais pas tellement utiliser ce terme, mais c'est en gros ce qu'on peut dire. Le représentamen, c'est ce qui représente, c'est ce qui capte l'attention, ce qui représente dans le signe. Et l'interprétant, c'est une règle ou une habitude qui permet de traduire le représentamen pour constituer l'objet du signe. Donc vous voyez, ça fonctionne dans une sorte de bouclage de l'objet, du représentamen et de l'interprétant. Tout ça fait ensuite ça mute de signe en signe pour constituer la signification, ses effets et ses conséquences. Voilà ici adapté à notre dispositif. On voit que l'objet, c'est les cheveux, donc je prends le cas de la première interprétation, les jumeaux. On s'intéresse aux cheveux de la fille, c'est l'objet du signe, les cheveux de la fille. Ce qui capte notre attention, c'est la forme, la longueur des cheveux de l'enfant, de gauche sur la photo de départ. Et l'interprétant, comme je l'ai déjà dit, c'est souvent les filles ont les cheveux longs. Voilà. Donc je compare ça maintenant à ce qui est dit du garçon. Donc ce sont les mêmes éléments, finalement. On s'intéresse aux cheveux. Ici, les cheveux du document de gauche sont trop longs. Toujours le document de gauche. L'objectif, c'est d'atteindre les cheveux du document de droite, c'est-à-dire coupés. Toujours dans la photo de gauche, ce qui capte l'attention, ce qui nous a attirés, c'est justement cette longueur, le fait que ces cheveux sont particulièrement longs. Et la petite règle, qui est sous-jacente, c'est que les filles peuvent garder des cheveux longs et que les garçons ont les cheveux plus courts et que cette opération va déboucher soit, si on est dans le cadre de l'interprétation, sont des jumeaux, une fille, un garçon. Si on pense que c'est un passage chez le coiffeur, les cheveux longs, les cheveux courts. Alors, vous avez vous-même opté pour un de ces trois récits, ou vous êtes encore indécis. Vous découvrez non seulement que vous n'êtes pas la seule à avoir le monde comme vous le voyez, mais qu'il y a des gens qui le voient très différemment, même à l'opposé de ce que vous aviez imaginé. Soit vous voyez un enfant, et les autres voient deux enfants. C'est quand même une opération anthropologique très particulière. Donc pour les uns, comme on a pu l'entendre, les documents sont deux portraits juxtaposés, invitant à la comparaison. Pour les autres, sont deux portraits successifs, invitant à la narration, le passage chez le coiffeur. Et pour certains, il y a un truc qui fait que les têtes ne collent pas bien avec le corps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont intéressés à cette dimension plus technique et plus liée aux faits photographiques. Donc tout ça, on peut le faire que très ponctuellement en ligne. Mais lors des enquêtes en présence, il a été demandé aux participants de trouver un argument irréfutable en faveur de leur récit ou en défaveur de l'autre récit. Après mûre réflexion et débat, ils n'ont jamais pu trouver un signe décisif permettant de lever l'ambiguïté de ce document. Vous y êtes invité d'ailleurs. Ces photographies engendrent donc deux principales orientations interprétatives radicalement opposées, dont la coexistence est incompatible avec nos conceptions de la réalité. On ne peut pas être à la fois des jumeaux et passer chez le coiffeur en étant une seule personne. En effet, le fait que le document soit composé de photographies instantanées nous renvoie à une réalité passée, dans laquelle 7 ou 16 enfants ont bien existé, comme singulier ou pluriel. Dans la pratique ordinaire, tant que l'on n'est pas exposé à une thèse différente, l'interprétation se fixe sur une interprétation ou sur l'autre. Si je ne vous avais pas présenté la version qui n'était pas la vôtre, eh bien vous auriez pensé que c'était comme ça que tout le monde voyait ces photos. Donc en revanche, dès qu'on est confronté à une autre approche, on cherche à défendre sa position, à la maintenir ou à en changer. Dans tous les cas, ici et maintenant, en l'absence d'un argument décisif, le document reste ambigu. Lorsque les observateurs ont été invités à confronter leurs interprétations, les arguments utilisés pour les défenseurs d'une thèse étaient aussitôt recyclés par les défenseurs de l'autre thèse, sans qu'aucun argument ne soit décisif. En effet, la comparaison de la structure du visage, la morphologie des yeux et du nez conviennent aux deux conceptions, jumeaux ou passage chez le coiffeur, les mimiques, la posture, le port des vêtements, le même, identique et unisexe, sont pour les uns ou pour les autres des variations insignifiantes et négligeables ou explicables par le délai entre la prise des deux photographies. Le système de boutonnage masculin est aussi le système unisexe, donc ça marche aussi pour les jumeaux. Même la petite tache sur le front, que vous pouvez peut-être voir,
peut servir de preuve aux tenants de l'identité comme à ceux de la gémellité. À ce sujet, majoritairement, les jumeaux sont vus comme une fille et un garçon, mais quelques répondants voient deux garçons. Faut-il rester entre conviction et incertitude? Seule une information collatérale, extérieure donc, au document, permettrait de lever l'ambiguïté. Un témoignage, une autre photographie ou une légende. Ça pourrait nous aider. Ce document ayant été diffusé sous la forme d'une carte postale, il porte des informations au verso. À la recherche d'une information collatérale, nous découvrons, là, voici le verso, nous découvrons que cette photographie provient du studio de Francis G. Sullivan et qu'elle porte une légende et un titre. Rose and Peter. Derry, c'est la ville. New Hampshire, c'est l'État. Et la photo date de 1949. Ce titre sert de couperet. Il ancre une version et condamne l'autre. Une partie d'entre vous, majoritaire, en général, est bouleversée. Tandis que l'autre, tandis que l'autre, les majoritaires, triomphent. Le titre confirme le pluriel et effondre le discours de l'unicité. Au passage, vous pouvez vérifier si votre estimation de la date, 1949, était correcte ou très éloignée. En général, les répondants à l'enquête étaient proches de cette date. Comme eux, il est probable que vous ayez exploité vos interprétants historiques de la mode vestimentaire, de la mode corporelle et des modes photographiques qui font le fait photographique, le noir et blanc, la nature des grilles, l'éclairage, le fond qui était utilisé, etc. De même, vous pouvez vérifier si vous aviez repéré les signes de l'américanité de ces photos prises à Derry, une petite ville du New Hampshire, aux USA. La légende fonctionne ici comme une information décisive dans la mesure où elle permet de lever l'ambiguïté. Dans la pratique ordinaire, nous avons l'habitude de recourir très vite à ces petits messages qui servent à la fois de source d'informations complémentaires et de guide à l'interprétation. Qui aurait imaginé la version de la coupe de cheveux après avoir lu l'information Rose and Peter? Les cartels dans les musées, les légendes dans les revues, les livres, les commentaires de la télévision, les schémas et les modes d'emploi signalent, guident et déterminent nos parcours interprétatifs à l'occasion des expériences sémiotiques. Les expériences de la vie de tous les jours. Les titres et les légendes déterminent le parcours interprétatif et la signification. Il est toutefois étonnant de penser qu'une exploration intensive d'un document photographique, reflétant la réalité, d'une certaine manière, n'a pas permis de construire un signe infaillible, alors que 3 petits mots permettent de confirmer la thèse des uns et d'effondrer la thèse des autres. Plus on s'interroge sur ces photographies, plus on a épuisé les inférences sur les humains représentés, les jumeaux ou le seul enfant dont on a coupé les cheveux, plus on s'interroge sur ce type de portrait, plus on cherche ce qui peut bien distinguer ces photographies dans leur genèse même, c'est-à-dire dans le faire photographique. Dans l'hypothèse des 2 enfants, pourquoi Sullivan ne les a-t-il pas photographiés à 2 en même temps? Évidemment, rien ne l'y oblige. Ce ne sont pas des siamois et manifestement les parents les individualisent avec la coupe de cheveux. Le fond gris est neutralisé, le tabouret n'est peut-être pas le même, la perspective n'est pas compatible avec l'idée d'une prise de vue côte à côte, seulement séparée par une ligne blanche. C'est donc probablement un montage, même si ce sont des jumeaux. Mais avant d'aller plus loin dans cette enquête, j'aimerais procéder à un petit coup de théâtre. L'expérience connaît un rebondissement. Lisez le texte sur cette autre version du dos de la carte postale. En haut. First haircut, Derry, New Hampshire, 1949, etc. Soyez très attentifs à ce que cette information va déclencher dans votre processus interprétatif. Vous lisez bien. First haircut, première coupe de cheveux. Tout à la fois, vous devez réorganiser votre interprétation du document, changer de position ou revenir à la précédente, et dans le même temps douter de ces informations collatérales instables, et même douter de moi, qui me joue de vous, pour la bonne cause, et pour vous faire expérimenter le processus d'interprétance et les effets des signes les uns sur les autres. Bernard, excuse-moi, tu peux lire les légendes parce que c'est trop petit, on n'arrive pas à lire. Ah d'accord. Alors dans la précédente, là c'était Rose and Peter, Derry, New Hampshire, 1949. Dans celle-ci, First haircut, tout en haut, faut lire tout en haut. Derry, New Hampshire, 1949. Photographie by Francis G. Sullivan Studio.
En dessous, voilà, c'est pas très intéressant pour le moment. Ce sont les photographies qui sont conservées au Harvard, au muséum de l'université de Harvard. Merci. Voilà. Donc, petit subterfuge, au passage, votre confiance est peut-être entamée. C'est votre adhésion implicite à un contexte de communication confiante et fiable qui est déstabilisé. Le contrat de confiance en ce que je dis et ce que je montre est lui aussi assuré par un réseau de signes. La réputation de la Haute École des Arts du Rhin et celle de mon université, la Sorbonne, compte beaucoup. Constitue un contexte fiable, un contrat de communication. Le problème des conférences en ligne, c'est qu'elles déplacent les intervenants et les spectateurs dans leur milieu domestique, ce qui atténue les récits de la fiabilité. YouTube, qui sert de média de diffusion, est loin d'être une garantie de sérieux et de confiance. On y trouve de nombreuses fausses informations et des thèses plus ou moins conspirationnistes. Mais bon, voilà, vous me faites confiance ou vous ne faites pas confiance. Par ailleurs, qui peut assurer que cette légende, la dernière, est plus vraie que la précédente? Qui peut assurer qu'elle n'a pas été inventée par l'éditeur de la carte postale? Il est peu probable que le studio Sullivan ait donné un titre à ce document. C'est donc probablement l'œuvre d'un documentaliste qui a cherché à donner un objet du signe, à ces photographies. Je vais revenir sur ce point. Voilà, un petit tour dans une autre photographie de Sullivan, des jumeaux. Donc, comme vous pouvez le voir, Francis J. Sullivan est né en 1916 et il est décédé en 1996. Il vivait à Derry, où il avait un studio photo, un photographe de quartier. 1282 de ces photographies et négatifs sont accessibles en ligne sur le site du Harvard Art Museum. Sullivan réalisait aussi bien des portraits individuels ou de groupes, ainsi que des reportages sur les événements locaux, les fêtes, les accidents, des meurtres. Regardez un moment le principe d'archivage. Il y a un numéro d'inventaire, le nom de l'auteur, ici de Sullivan, le nom de l'objet de la photo. Ici, c'est Untitled, sans titre. Suivi, entre parenthèses, d'une courte description donnée par un conservateur ou une conservatrice. Ici, il est écrit Twin Babies Clapping, des bébés jumeaux applaudissant. Ensuite, on nous dit ce que c'est que cette photo. Voilà, c'est une photo. Sur le site de Harvard Art Museum, j'ai retrouvé les deux photos que nous avons étudiées. Comme vous pouvez le constater, aucune des photographies ne porte un titre connu qui aurait été donné par Sullivan. Elles sont toutes les deux Untitled. Elles sont donc référencées par les conservateurs ou conservatrices, dans les parenthèses, par un autre intitulé, pour des raisons documentaires. Et là, on voit qu'il y a un choix qui a été fait. First haircut, before, first haircut, after. Le conservateur ou la conservatrice a donc considéré que les deux photos avaient un lien et qu'elles témoignaient, selon lui ou elle, d'un passage chez le coiffeur. Le numéro d'inventaire correspond à l'ordre de présentation, cheveux longs et courts, 1350 et 1351, je ne sais pas si vous le voyez dans le numéro d'inventaire. Si le conservateur ou la conservatrice avait participé à notre enquête de ce matin, mais aussi à l'enquête que j'ai réalisée auprès d'une centaine de participants, la probabilité pour que le récit du coiffeur soit attribué aurait été de l'ordre de 30%. C'est pas négligeable. La probabilité pour qu'un autre conservateur ou une autre conservatrice intitule cette photographie « Les jumeaux » ou « La fille et le garçon » était plus élevée, de l'ordre de 60%. Si j'en crois l'étude réalisée sur la centaine d'adultes dont je vous ai parlé, c'était des Français. Le passage par les archives en ligne ne nous permet donc pas de lever l'ambiguïté sur le ou les êtres qui ont été photographiés, ni sur la destination de ces photographies. C'est parce que notre enquête a révélé la possibilité des deux récits opposés que nous ne pouvons pas prendre comme un fait vérifié et asserté la légende des archives, et encore moins le titre de la carte postale. Asserter, c'est important, c'est-à-dire qui est prouvé, qui est garanti. Eh bien, le musée, c'est l'hypothèse que je fais, ne peut pas le garantir. D'ailleurs, il le met entre guillemets. Le vrai titre, c'est Untitled. On ne sait pas. En revanche, nous pouvons nous interroger sur le besoin de qualifier cette coupe de cheveux,
First haircut, rien ne nous permet de dire que c'est une première coupe de cheveux. D'où vient ce récit projeté sur les mines apeurées ou déconfites de l'enfant? Que s'est-il passé dans la confrontation de ces photos qui a pu motiver que ces deux photos soient montées côte à côte puis éditées? Les émotions de l'enfant ou des enfants ont-elles attiré l'attention des conservateurs, puis de l'éditeur, puis mon attention quand j'ai acheté cette carte? Si nous persévérons dans notre recherche sur la genèse des photographies, sur le fait photographique, quand on compare les tirages originaux avec le montage qui figure aussi dans les archives, on constate que la photographie a été recadrée et resserrée sur les personnages, et que le fond a été retouché. Regardez bien. On peut même voir que les banquettes ont été alignées. C'est la même banquette probablement. Des inscriptions sur la toile du fond ont été effacées sur le tirage après la prise de vue. On peut y lire Leven et Fair, que j'ai interprété comme Sullivan, photographer. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. En tout cas, ça a été effacé, ça. Il y a eu une retouche pour effacer la marque du studio. Donc, comme je l'ai dit, on peut remarquer que la base des tabourets a été alignée. Regardez maintenant ces documents que j'ai trouvés dans les archives. On est toujours sur l'étude du faire photographique. En effet, les archives du musée publient aussi un des négatifs originaux. C'est ce que j'ai d'abord cru. Mais en le comparant au tirage original, j'ai constaté que ce supposé négatif avait déjà été recadré, retouché, qu'en fait, c'était plus probablement le négatif de la photo retouchée, et non pas de la photo que vous voyez sur la gauche, qui est probablement le tirage du négatif. Mon enquête génétique sur le fait photographique stagne. Je piétine. À ce niveau, à partir des informations dont je dispose, tout reste indécidable. Il me reste à ce jour une autre hypothèse. Jusqu'alors, j'avais supposé que dans son studio de photographe, Sullivan disposait d'un éclairage avec des spots installés et plus ou moins fixes. C'est ce qu'on peut voir dans ces deux photographies, dans ces deux portraits de couple présentés à l'écran, qui ont été intitulés, donc ils n'avaient pas de titre non plus, Portraits of Two Girls, ou bien Wedding Portraits of Mr. and Mrs. de Corvette. Donc on voit derrière là le type de spot qui est utilisé, le type de mise en scène, le fait photographique. C'est ce qui va m'intéresser maintenant. Regardons ici. Venons à nos documents. Regardez attentivement les deux photographies et portez votre attention sur les ombres propres et les ombres portées. Je pense qu'il y a peu de gens parmi vous qui avaient regardé ça jusqu'alors. Donc les ombres propres sont les ombres qui sont sur l'enfant lui-même, ou sur le tabouret. Et les ombres portées sont celles qui sont sur le fond photographique, la toile. Probablement une toile tendue. Faites un instant l'hypothèse que l'éclairage est naturel. Regardez quand je passe un éclairage artificiel, là, celui toujours du studio Sullivan, et là, faisons un instant l'hypothèse que nous ne sommes pas devant un éclairage artificiel, avec des spots, mais un éclairage naturel. Pensez maintenant, on va changer d'interprétation, on ne s'intéresse plus aux enfants, etc., on s'intéresse qu'aux ombres. Pensez au cadran solaire, comme interprétant, comme petite règle, et utilisez votre connaissance pour indiquer le temps qui passe. Que nous montrent les ombres, et surtout leurs différences de projection? Pour la première photo, la source. Donc toujours en faisant l'hypothèse que c'est un éclairage naturel, qu'il y a une baie vitrée dans le studio et que la lumière rentre par cette baie vitrée et éclaire l'enfant ou les enfants. Que nous montrent les ombres et surtout leurs différences de projection? Je repose la question. Dans la première photo, la source lumineuse vient de plus haut. Si c'est le soleil, il est plus tôt dans la journée. Dans la seconde photo, il est plus tard. La lumière est plus rasante. Du temps s'est écoulé. Je peux même presque supposer que c'est l'après-midi. Mais je pourrais penser que c'est presque vers 15 heures. Il faut regarder la latitude dans laquelle se trouve Derry. Derry, c'est un peu haut dans les États-Unis. Du temps s'est écoulé entre les deux prises de vue. Un temps probablement plus long que pour dire à la petite fille, tu descends, tu laisses la place à ton frère. Peut-être le temps, c'est vrai, un peu long, entre un passage chez le coiffeur et un retour chez le photographe. Ce n'est qu'une hypothèse.
une hypothèse contextuelle, convergente. Regardez bien les photos. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous pensez que j'ai raison? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité de sortir de la crise interprétative que nous avions jusqu'alors? C'est-à-dire, est-ce que ce sont deux enfants ou est-ce que c'est un passage chez le coiffeur? Est-ce qu'il y a du temps entre les deux? Ou simplement, c'est deux prises de vue qui ont été collées pour faire une vue des jumeaux? Dans cette présentation, plusieurs méthodes d'enquête ont été utilisées pour cette étude. Une méthode expérimentale, avec une confrontation approfondie des interprétations et un débat lors de grands focus group. Je ne peux pas avoir de débat avec vous, mais c'était des groupes de 20 et on a discuté longuement. Cette méthode d'enquête permet d'accéder au processus interprétatif et d'observer comment des individus différents construisent des signes différents ou semblables, ou empruntent des chemins à la fois différents et communs. Ce recueil des parcours sémiotiques et de leur dynamique est une des approches possibles pour la sémiotique. Cette méthode d'enquête se distingue des pratiques ordinaires et passives de la sémiotique savante, qui se fait en chambre en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est confronté à un document et une seule personne l'analyse. Ici, c'est du travail collectif. C'est une technique active utilisée dans, par exemple, les instituts de sondage ou les labos où on travaille sur du co-design avec les différents acteurs et utilisateurs. Cette approche active évite que le sémioticien qui est l'analyste, ne produise lui-même son propre processus interprétatif, et elle évite qu'il expose lui-même ses interprétations singulières en les faisant passer pour des interprétations universelles. Effectivement, si vous étiez analyste et que vous disiez, ben voilà, moi je vois un passage chez le coiffeur, ça devenait le passage chez le coiffeur. Si vous voyez des jumeaux, vous dites, voilà, cette photo, c'est la photographie de deux jumeaux en 1949. D'ailleurs, il est probable qu'un analyste aurait tout de suite regardé la légende, et là, il aurait trouvé que c'était un passage chez le coiffeur, il n'aurait jamais imaginé que ça pouvait être des jumeaux, comme 60% de la population qui pourtant a vu ce même document. La participation des enquêtés à l'exploration de leur processus interprétatif, leur engagement dans l'explicitation et la compréhension de leur interprétation, puis la confrontation avec des options interprétatives différentes, permet l'approfondissement collectif et la participation à la dynamique de la sémiose. La sémiose, c'est le processus qui produit du sens, de la signification, et qui permet d'avoir des effets sur ce qu'on a devant les yeux. Ici, c'est une photographie banale, j'ai pas pris une grande photographie de presse avec des événements majeurs. Non, c'est une photographie banale, mais elle nous montre, avec presque rien, que finalement, selon les techniques qu'on va utiliser, on aura des résultats très différents. L'interprétation que nous avons vue ici est ainsi affinée et généralisée, ce qui permet d'accéder à la sémiose publique et à ses différentes options. C'est l'intérêt de ces approches, que évidemment je recommande. C'est plus lourd évidemment que de faire une petite analyse chez soi. En effet, cette méthode d'enquête, suivie d'une confrontation, permet de mettre en évidence les stratégies et les méthodes interprétatives personnelles et collectives. Même si chaque individu suit un parcours interprétatif qui lui est propre, il existe des familles de parcours interprétatifs qui se développent dans la société et qui sont actualisés, ça veut dire qu'ils sont vécus par des individus ou des groupes d'individus. On appelle ce phénomène une communauté interprétative. Enfin, j'ai présenté une amorce de méthode génétique en réintroduisant l'étude de l'amont de la photographie, en allant explorer les archives. C'est pas toujours faisable, hein, mais là, en tout cas, grâce au Harvard Museum of Art, on peut avoir accès à des centaines et des centaines de photographies de Sullivan et d'autres photographes d'ailleurs. Je vous invite à aller sur ce site. Comme l'écrit Monique Sicard dans son article intitulé « Les enjeux d'une génétique photographique », une analyse qui redonnerait leur importance aux matrices, positives directes, négatives, fichiers numériques d'origine, porterait une belle attention aux archives, négatives, planches contact, albums, tirages intermédiaires, carnets de notes, de terrain, textes d'accompagnement, etc. Invitant dès lors à leur protection, car trop de collections photographiques furent négligées, trop de négatifs furent jetés après tirage des positifs.
Voilà, c'est donc une invitation à s'intéresser aux faits photographiques. On n'est pas obligé, mais comme on l'a vu, ça peut être intéressant, et notamment apporter tout à coup des gains de connaissances. Ce ne sont que des hypothèses, je n'ai pas de confirmation. Et Sullivan étant décédé, je ne saurais jamais, et vous non plus, si effectivement ce sont des jumeaux, ou le même enfant qui est passé chez le coiffeur. En conclusion, cet ensemble de méthodes que je vous ai présenté ce matin permet d'observer que les constituants d'une photo ne sont pas tous également considérés lors d'une expérience sémiotique. Le fait que certains constituants n'accèdent pas au niveau signifiant dépend à la fois de la précision de l'observation, des connaissances disponibles, du chemin emprunté par l'analyse du contexte et de l'usage. Les constituants deviennent des signes en fonction du récit, de la thèse ou de la théorie qui les fait émerger et qui les organise. Un même signe, ici, le cheveux, longs ou courts, les ombres, enrôlés de différentes manières selon les orientations du contexte interprétatif, une fille ou avant le coiffeur. Les signes sont agencés en réseau qui les organise et les verrouille dans un récit. C'est rare, j'ai dit qu'il y avait à peu près 10% de la population qui hésitait, mais pour la majorité d'entre vous, comme pour les 100 personnes que j'ai interviewées, 90%, un récit se constitue, il se stabilise et il est difficile d'en bouger. Il y a une sorte de verrouillage des récits qui se constituent. C'est comme ça que nous fonctionnons dans la vie. L'organisation qui en résulte freine ou interdit l'intégration des signes qui sont considérés comme non pertinents ou qui sont négligés. Par exemple, ici, les ongles, nous n'avons pas regardé. Ou bien le fait que les pieds soient coupés. L'économie de l'expérience signifiante est une coopération entre l'organisation interne des composants du document, géré et finalisé par son auteur, et l'organisation interne de l'utilisateur et de ses intentions, son cadre de référence, ses scénarios, ses cartes mentales, son expérience de sa spécialisation, ses attentes, ses croyances, sa culture, son genre. Je pense que les hommes et les femmes n'interprètent pas les documents de la même manière. Sa classe sociale, le fait qu'il soit ou non photographe, lui ou elle-même, son action, ses usages, etc. Il est intéressant de noter combien l'arrivée d'un nouveau signe provoque des réorganisations de l'interprétation en cours. Chaque changement de cap a introduit une relecture et une réorganisation des composantes de l'image. Cependant, le document photographique n'a subi aucune transformation. Seul le contexte, les informations collatérales et les modalités de l'interprétation ont changé. Le contexte et les circonstances de l'expérience signifiante sont déterminants, on le sait. C'est-à-dire qu'ils contribuent eux aussi par leur organisation à influencer, c'est-à-dire prendre dans son flux. La coopération auteur, document, utilisateur. C'est ça qui est important. La connaissance ainsi que la référence à des règles d'usage, des habitudes ou des conventions servent de guide pour diriger, augmenter ou confirmer une position, pas augmenter mais argumenter. Une représentation est généralement renforcée par la légitimation du groupe, qui constitue un effet de consensus ou un effet de leadership. Il y a une représentation peut être renforcée par une légitimation collatérale, telle qu'une légende, c'est ce que nous avons vu, une référence, une citation ou un témoignage. Si Sullivan avait été vivant, s'il avait pu dire, non, pas du tout, c'est pas du tout ça, j'ai fait ça, et voilà comment je l'ai fait, et pourquoi. Oui, merci Bernard. Merci, je vous souhaite une bonne continuation dans cette conférence. Merci à toi Bernard, à bientôt.